Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence cette agora. Donc merci de votre présence. Donc cet après-midi, ça va être en quelque sorte, comme je l'ai dit ce matin, la continuité de ce que nous avons pu évoquer lors d'un premier atelier qui concernait les pratiques avancées, avec cette particularité que cet après-midi, on va vous présenter des expériences extrêmement riches et variées de différents établissements qui ont donc instauré des postes d'infirmières de pratiques avancées. Alors en préambule, je voulais quand même rappeler que ces ateliers sont organisés sous l'égide du groupe Initiative Soignante, qui est un groupe de professionnels qui s'est réuni avec la volonté de partager ses expériences professionnelles, justement, à l'initiative de Madame Coudrier, donc DG honoraire, et donc avec la participation du CHU de Nantes et de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. C'est un groupe qui a travaillé sous le parrainage de la FHF, de la FDS, de l'EHESP et de Unicancer. Donc en l'occurrence, notre projet avec les collègues cet après-midi consiste à valoriser des expériences professionnelles autour de la notion de parcours de soins, du travail en pluriprofessionnalité. Et donc c'est ce qui nous amène à vous présenter les pratiques avancées paramédicales en France cet après-midi, avec ce concept que va présenter donc dans l'ordre d'apparition, ou presque, donc tout au bout, Emmanuelle Cartron, donc, qui est coordinatrice de la recherche paramédicale au CHU de Nantes, qui va en particulier s'attacher au contexte et au concept de pratiques avancées. Et puis ensuite, nous avons Madame Maria Benbrick et Madame Yvonne Gauthier, donc respectivement infirmières et puis cadre sup du pôle oncologie, avec leur expérience au CHU de Bordeaux qui concerne plus particulièrement une expertise clinique autour des plaies. Ensuite, je passe, mais j'y reviens, Madame Sylvie Carrier, donc, qui est cadre à l'Institut Curie et qui là nous fera part de l'identification du besoin relativement à ces pratiques avancées et puis de la formation qui est instaurée très prochainement, qui est en cours. Et puis Madame Céline Thomas et Mireille Drouet, qui sont deux infirmières de pratiques avancées de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui vous feront part également de leur pratique et de leur collaboration avec les équipes médicales sur deux postes différents. Et pour finir, donc je reviens à Madame Sylvie Arnaud, qui est donc directeur des soins à l'Institut Curie et qui, si certains l'ont entendu ce matin, contribue au projet donc Préfixe sous l'égide de l'ARS Île-de-France et qui nous donnera donc les perspectives de ces pratiques avancées. Donc Emmanuelle, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Alors c'est vrai que jusqu'ici, les présentations qui communiquaient autour des pratiques avancées en France terminaient souvent par un point d'interrogation. Mais depuis le mois de janvier 2016, on peut le retirer puisque désormais le texte de loi santé a posé le fait que les professions paramédicales peuvent ou pourront exercer en pratique avancée. Et puis cette loi commence à définir les contours de ce que seront ces pratiques-là. Même si la loi remet le mot décret dans son texte, puisque sans décret d'application, les établissements ont du mal à s'organiser autour et définir les fiches de poste de ces professionnels. Il n'empêche que si on fait un zoom sur la loi, voilà un petit peu les missions que pourront occuper les professionnels en pratique avancée. Et ça peut être assez déroutant de lire le texte parce qu'on se rend compte que ce sont déjà des missions qu'ont les infirmières après leurs 3 ans de formation. Il n'empêche que pour les activités citées, il s'agit, quand on est en pratique avancée, d'avoir des connaissances théoriques supplémentaires pour préciser et pour aller au-delà de ce que fait une infirmière avec une formation initiale actuellement. Et puis, sur le dernier paragraphe, le mot prescription d'examen complémentaire est posé, ainsi que adaptation des prescriptions médicales. Et là, on voit bien qu'on est sur un champ différent que le champ des pratiques infirmières actuelles. L'objet, c'est peut-être du coup de se centrer sur le concept de pratique avancée et de voir en quoi, en France, ce concept peut avoir désormais des perspectives. Alors, au-delà des éléments de démographie des professions de santé assez connus et puis déjà présentés ce matin avec les expérimentations Berland, le rapport ENAR et autres, et puis les formations infirmières calquées au modèle MLMD depuis 2009, il y a aussi des infirmières et des infirmiers déjà formés en clinique via des initiatives de formation associative, notamment les infirmières cliniciennes, les infirmières experts cliniques. N'oublions pas non plus l'Institut international d'enseignement en soins infirmiers, créé par l'OMS en 1965, qui pendant une 50aine d'années en France a permis à des infirmiers
de se spécialiser en clinique et de devenir formateur d'autres infirmiers. Cet institut s'est fermé il y a déjà quelques années, mais il n'empêche que des professionnels ont fait émerger ensuite des expertises cliniques dans les établissements. Et puis des diplômes universitaires et autres formations font que dans les établissements actuellement, des infirmières se nomment infirmières spécialistes, infirmières expertes, les stomathérapeutes, les infirmières en cicatrisation. Et donc, on colle parfois avec le concept de pratique avancée qui, lui, au niveau international, a une définition plus cadrée. Et cette définition, elle est proposée par le Conseil international des infirmières. Cette définition date de 2002, mais reprend des éléments qui permettent de faire consensus au sein de la profession. Il s'agirait donc d'infirmières diplômées qui ont des connaissances théoriques leur permettant de prendre des décisions complexes de soins, quand il s'agit de soins. Et puis, la fin de la définition reprécise bien que selon le contexte de pays, de soins, de spécialités cliniques, le concept, la définition, ou en tout cas la pratique, aura probablement des contours différents. Certains théoriciens ont essayé de modéliser ce concept pour permettre notamment de rendre plus lisible et permettre aux décideurs aussi de mettre en place des postes. Et notamment Madame Hamrick qui propose 6 rôles axés et centrés sur le rôle de pratique clinique. Donc il s'agit bien pour ces infirmières d'avoir vraiment une activité clinique primordiale. Et puis autour de cette activité de clinique, l'activité de consultation par exemple, alors qu'elle soit de première ligne en direct avec le patient ou bien de seconde ligne avec d'autres professionnels agissant eux au lit du malade, une activité également de formation, alors formation des professionnels mais également éducation thérapeutique du patient, une activité de collaboration, il s'agit là des missions de coordination, donc une très bonne connaissance des autres acteurs de santé. Et puis, une activité de leadership. Alors, par leadership, on entend leadership clinique, pouvoir être vraiment le défenseur de cette vue-là du soin, mais également une activité de leadership professionnel. Et puis, des connaissances théoriques en éthique pour nourrir leur réflexion clinique. Et une activité de recherche qui permettra d'améliorer la qualité du soin, mais aussi d'évaluer des innovations en santé ou bien parfois d'essayer d'apporter des connaissances autour de phénomènes de santé. Alors, selon le contexte, on en revient à la définition proposée tout à l'heure, et bien selon le contexte, ces 6 rôles peuvent en fait être à géométrie variable et c'est l'objet en fait de la présentation de cet après-midi. Donc je vais passer la parole à ma collègue de Bordeaux qui, travaillant dans l'équipe mobile de soins de plaies et de cicatrisation, proposera une activité centrée sur la formation, sur la consultation et sur leur leadership, je crois. Alors, sur Bordeaux, l'équipe mobile Plaies Cicatrisation a été créée en 2013, en septembre 2013, à l'initiative du coordonnateur de soins et aussi du comité Plaies Cicatrisation. Et ça a été créé surtout parce que suite à des études qu'on avait fait avec le comité, on s'était aperçu qu'il y avait un problème au niveau de la prévalence des escarres où elle était élevée. On avait un très grand besoin d'harmonisation des pratiques professionnelles et on avait aussi beaucoup on avait surtout une grande demande des soignants qui se retrouvaient devant des plaies et avec une difficulté pour les évaluer, pour savoir ce qu'on met. Enfin, vraiment, il y avait une très très grosse demande. Donc, les objectifs, surtout de la création de cette équipe mobile, c'était donc de réduire l'incidence des escarres, c'était aider la prise en charge des plaies auprès des soignants, harmoniser les pratiques, parce qu'on voyait des choses, après un état des lieux qu'on avait fait, c'était vraiment alarmant pour nous, et aussi garantir une pertinence des soins dans le domaine de notre compétence. Voilà. Donc cette équipe, elle est composée d'un médecin gériatre qui est directeur du DU Plaies Cicatrisation à Bordeaux, de 3 infirmières qui ont toutes le DU et aussi, ça on y tenait lors du recrutement, on a été assez exigeant là-dessus, sur vraiment qu'elles aient toutes le DU et une grande expertise dans le domaine des plaies. Et après, un cadre et un cadre supérieur. Voilà. Et alors le cadre à mi-temps, pas un cadre à temps plein, ne vous inquiétez pas.
aussi, donc, on a défini 3 missions. Une mission sur l'activité clinique, une mission sur la formation, parce qu'il y avait un gros besoin, et une mission aussi sur la communication et la recherche. Et là, je vais laisser Maria, qui est dans le vif du sujet, vous présenter. Donc en fait, moi je vais vous parler donc de notre expérience à Bordeaux, puisque maintenant on a un recul de 3 ans à peu près. Et donc cette activité clinique, comme vous avez vu, nos activités sont en géométrie variable, et nous sur notre centre, l'activité clinique, c'est celle qui prend la plus grosse part de notre travail. C'est à peu près 50% de notre temps. Donc en fait, cette activité, c'est de l'évaluation et suivi de plaies, mais ces consultations, elles se passent au lit du patient. Il faut dire que sur Bordeaux, le CHU a 4 sites, nous sommes donc 3 infirmiers, et nous déplaçons au lit du patient. Elle est initiée par l'équipe paramédicale et médicale, toujours en accord avec les médecins, ce qui nous a aidé aussi. On n'a pas eu beaucoup de confrontations par rapport aux champs que l'on allait mettre en route. Et puis, donc, nous faisons des conseils et formations au niveau des équipes. Nous intervenons surtout en consultation de deuxième ligne, c'est-à-dire on intervient auprès des professionnels qui vont intervenir sur le patient, dans des situations évidemment complexes. Je vais laisser, par l'intermédiaire d'un petit film, une de mes collègues d'un service conventionnel hospitalisation classique en urologie et orthopédie, eh bien, j'espère qu'on entend. Pas beaucoup. Sur place, elle est à l'écoute. Elle nous apporte une réponse rapide et adaptée aux besoins du patient dans sa globalité. C'est-à-dire, elle nous permet d'évaluer la plaie. Pas du tout. Elle est présente. Il y a trop de bruit. Jusqu'à sa sortie à domicile et dans notre établissement. Alors bon, je suis. Donc, je suis désolée, on n'entend pas ce qu'elle dit. Elle disait son expérience, alors je voulais qu'elle parle à ma place. Bon, tant pis. Ce qu'elle disait, j'espère retracer ce qu'elle disait, c'était que donc on intervenait au lit du patient. Je ne peux pas le dire avec fidélité, que nous accompagnons, et si au bout de ces 3 années, nous commencions à faire partie en fait vraiment de leur équipe. Elles nous appelaient dans des situations difficiles et on les accompagnait jusqu'à la sortie du patient, en prenant en compte évidemment toutes les caractéristiques qu'on doit prendre dans une consultation avec le devenir du patient à la maison et ce qu'on doit mettre en place. Donc voilà, on les accompagne jusque-là, et on les accompagne aussi pour, je vous avais marqué, les conseils et formations au niveau des équipes, c'est-à-dire quand elles ont des désirs de mettre des projets en place, avec notre expertise, nous les accompagnons dans leurs projets de formation in situ. Donc voilà, donc c'est des équipes maintenant avec qui on travaille régulièrement, et elle disait que finalement, on intervient dans la diffusion des bonnes pratiques, mais on les aide aussi à développer leurs propres compétences, elles aussi. Alors, ça va faire pareil, ça enlève tout le... Voilà. Nous avions 3 films pour étayer notre discussion. Alors, la formation dans les unités de soins, la formation, elle est soit en unité de soins, soit des formations institutionnelles. Mais celle qui est de plus en plus demandée, c'est dans les unités à proprement dites. Alors on essaie de travailler sur plutôt des formations en pôle de spécialité et d'accompagner des projets qui sont propres à chaque problématique que l'on a identifiée auparavant. L'équipe mobile de plaie cicatrisation, ça fait pareil. Alors c'était une collègue, on avait pris le cas de collègues de réa polyvalente au CHU de Bordeaux. Ces 2 dernières années. Elle nous a aussi aidé à monter une journée infirmière de réanimation sur le thème de la prévention des escarres, et ce jusqu'aux soins de la plaie. Et elle a participé aussi à l'élaboration d'ateliers lors du congrès des JARCA sur le thème de l'intégrité chronique. Ces infirmières sont le garant pour nous du respect des recommandations des bonnes pratiques, car elles nous amènent leur expertise clinique lors des soins de prise en charge des plaies.
j'ai énormément travaillé avec cette équipe sur de la formation des aides-soignantes et des infirmiers sur l'intégrité cutanée. On les avait accompagnés dans l'élaboration du programme et des ateliers. Un autre axe qui est peut-être un peu moins développé, c'est la communication et la recherche, ce que nous devons d'ailleurs développer par la suite. Par contre, ce que nous avons pas mal avancé, c'est la participation à des essais de pansement en collaboration avec la pharmacie, avec aussi les services économiques où nous avons travaillé sur les bonnes pratiques par rapport aux matelas d'aide à la prévention d'escarres. Donc on a travaillé, donc on met en lien ces différents services de façon transversale avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc nous avions notre médecin, notre pharmacien qui disait que nous travaillons de plus en plus. Au bout de 3 ans, on intervient sur les différents marchés de pansement, mais aussi quand on a eu à choisir les matelas à air dynamique, on a été sur les essais, le choix pour faire les évaluations avec les équipes et en lien avec la pharmacie ou les services éco. Juste avant de passer la parole à mes collègues, ce qu'on voudrait développer maintenant, c'est tout ce qui va toucher à la recherche. Donc on fait pas mal de petites publications dans Soins, dans des revues spécialisées dans les escarres, notamment avec une de nos infirmières, Madame Barato. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais elle est connue dans le domaine des escarres aussi. Et donc notre prochain projet, c'est vraiment de développer la recherche aussi. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvie Carrier, je suis cadre du département de médecine à l'Institut Curie. Nous on est plutôt on est dans la même démarche, mais au tout début de cette démarche, puisque on est dans la formation de professionnels et le repérage. On est donc on a identifié des besoins par rapport à la pathologie traitée, au circuit et au parcours de nos patients. Puisque en cancérologie, on a énormément de patients qui arrivent dans des situations complexes et pour lesquels la prise en charge et le suivi n'est pas forcément très organisé. Donc on est rentré dans un projet avec le projet Préfixe depuis 2 ans qui nous a permis de positionner ce projet dans le projet de soins et le projet d'établissement et d'envoyer 2 professionnels en formation. Donc au préalable, on avait identifié des besoins sur l'accompagnement des patients en situation complexe, avec des professionnels qui pourraient avoir un niveau d'évaluation et d'analyse clinique, de première intention ou de suivi, qui pourraient évaluer le degré d'urgence des patients pour leur prise en charge et d'orientation, qui pourraient suivre les patients au cours de leur traitement, éventuellement réadapter les posologies ou réadapter les traitements annexes en fonction des toxicités, de faire de l'accueil téléphonique, du lien avec l'extérieur ou avec d'autres professionnels ou en interne également, et vraiment de construire un parcours d'accompagnement des patients dans leur situation, en les repérant avec un repérage en amont auprès des médecins ou d'autres professionnels de l'institution sur des pathologies qui sont lourdes de symptomatologie, de problématiques sociales, familiales et autres. Donc nous avons, évidemment, il fallait repérer des professionnels qui avaient une certaine posture, une certaine ancienneté dans leur activité, ce qui n'est pas très évident, parce qu'elles sont jeunes souvent et restent peu en place dans les établissements, en tout cas à Paris. Donc on avait 2 professionnels qui avaient un bon profil, un qui est actuellement déjà en position d'infirmier coordinateur dans le parcours de greffe en hématologie, et une autre infirmière qui était assez moteur dans un programme d'ETP, donc d'éducation thérapeutique, dans la prise en charge des molécules orales, et qui était très investie et qui a des capacités à la fois de formation et d'encadrement aussi de ces professionnels. Donc ces 2 personnes sont parties déjà une première année faire un diplôme universitaire,
Alors, elles ont fait toutes les deux, tous les deux ont fait un DU douleur pour entrer dans le cursus universitaire et sont aujourd'hui en première année de master à Sainte-Anne sur les sciences cliniques infirmières. Alors, on a ébauché, puisque ce n'est pas encore en place, mais on a essayé de travailler avec eux sur des parcours qui pourraient être mis en place dans chacun des sites, puisqu'on est sur 2 sites. Un parcours qui partirait des médecins en consultation ou bien de collègues infirmières ou d'infirmières de coordination dans différents secteurs et qui permettrait à l'infirmière clinicienne, enfin qui dirigerait les patients vers l'infirmière clinicienne qui, elle, après, pourrait faire un suivi des patients en alternance avec les médecins et améliorerait l'accompagnement du patient dans sa maladie, dans ses symptômes, et dans l'évolution de cette maladie voilà, sur un certain timing qui est à développer. Donc on a un parcours qui a été ici construit sur l'hôpital de jour de médecine, qui est un gros hôpital de jour et qui brasse énormément de patients, aussi bien dans le curatif que dans le métastatique. Et puis un autre parcours, juste après, s'il vous plaît, voilà, en hématologie, qui est également un parcours où l'infirmier de pratique avancée pourrait à la fois repérer au niveau des RCP et au niveau des consultations médicales les patients qui nécessiteraient une prise en charge plus adaptée pour pouvoir faire plus des liens en interne ou en externe avec les différents professionnels qui pourraient améliorer leur prise en charge et leur accompagnement. Donc ils sont tous les deux en Master 1 cette année, en Master 2 normalement l'année prochaine. Donc toujours dans ce projet de pratique avancée dans le cadre du projet Préfixe. Je passe... La mise en place d'un infirmier. Donc c'est un médecin que nous avons interviewé. Peut changer et peut être très importante pour la pratique médicale. Donc, la prise en charge des patients dans des pathologies complexes est de plus en plus complexe. La mise en place d'un infirmier en pratique avancée peut justement libérer du temps médical pour se consacrer à des tâches vraiment spécialisées et qui sont jusque-là occupées par des tâches ou des interventions qui n'ont pas spécialement besoin d'être réalisées par un médecin spécialiste et qui pourraient être très bien faites, voire mieux parfois, par un infirmier en pratique avancée. La mise en place d'un infirmier pratique avancée peut changer et peut être très importante pour la pratique médicale. La prise en charge des patients dans des pathologies complexes est de plus en plus complexe. La mise en place d'un infirmier en pratique avancée peut justement libérer du temps médical pour se consacrer à des tâches vraiment spécialisées et qui sont jusque-là occupées par des tâches ou des interventions qui n'ont pas spécialement besoin d'être réalisées par un médecin spécialiste et qui pourraient être très bien faites, voire mieux parfois, par un infirmier en pratique avancée. Donc en hématologie, les traitements comportent très souvent des cures de chimiothérapie répétées, identiques. L'infirmier en pratique avancée pourrait tout à fait prendre en charge, renouveler ces cures de chimiothérapie à condition qu'il n'y ait pas eu de toxicité ou de résultats importante, avec malgré tout une validation médicale, suite à un compte rendu ou un rapport, bref. Et l'infirmier pourrait tout à fait être capable de signaler au médecin un événement particulier plus important qui nécessiterait l'intervention médicale. Et pour certaines tâches, comme par exemple le recueil des informations, des symptômes, de tout ce qui s'est passé entre les cures, éventuellement des changements de traitement, l'infirmier pourrait même parfois avoir beaucoup plus de temps et faire beaucoup mieux son appel information. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc c'est le médecin hématologue qui est sur le projet sur l'hématologie et qui attend beaucoup. En plus, elle a une expérience aux États-Unis où elle a travaillé avec des infirmières en pratique avancée et donc elle sait très bien ce qu'elle en attend et on développe le projet avec elle. Elle disait en
fortement ce projet, mais elle disait surtout qu'il faut libérer du temps médical pour faire, alors en cancérologie on a beaucoup de recherches, et qu'ils n'ont pas suffisamment le temps ou l'attention pour accompagner les patients qui sont dans des situations complexes. Voilà. Et la réadaptation de certaines doses, évidemment, se fait en concertation avec les médecins. Il n'est pas question d'aller sur des protocoles avec eux, mais on affine ces protocoles-là et elle est prête à libérer du temps sur la formation des infirmiers, puisqu'on fait le choix là de les mettre en tutorat médical pour qu'ils apprennent à améliorer leur examen clinique. Je passe le relais. Alors l'infirmière, je garde le micro. Donc c'est une des infirmières de pratique avancée qui est en cours de formation. Je m'appelle Awa, je suis infirmière depuis 10 ans et je travaille depuis 4 ans dans le service de l'hôpital de jour de chimiothérapie à l'Institut Pierre et Marie Curie. Cette première année de formation dans le cadre de la pratique avancée m'a beaucoup enrichie. Il y a une citation de Claude Bernard qui exprime ma pensée. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Cette citation a pris tout son sens lorsque j'ai débuté cette formation, car j'ai pris conscience que notre champ disciplinaire était large et riche, bien plus que je ne le pensais. Pour commencer, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Awa, je suis infirmière depuis 10 ans et je travaille depuis 4 ans. Alors, donc nous, on va essayer d'illustrer un petit peu les propos de Curie, puisqu'en fait, donc on est 2 infirmières de pratique avancée à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes. Et donc, nous, on va essayer de vous faire partager les retours d'expérience, en fait, de ces expérimentations qu'on fait depuis quelques temps. Donc, on est toutes les 2 formées au Master 2 de sciences cliniques infirmières qui est délivré par l'Université d'Aix-Marseille. Et on est sous 2 spécialités. Donc sur la pratique avancée en coordination de parcours complexes de soins. Donc ça, c'est moi qui suis sur le poste qui a été créé en 2012 et qui est suite à un appel à projet INCA et qui a été pérennisé depuis. Et un poste, la deuxième spécialité, c'est la pratique avancée en cancéro, qui se fait sur un poste en hôpital de jour. Le poste est créé en fait depuis début d'année 2016. Il a été créé dans le cadre du projet d'établissement 2013-2017 et c'est ma collègue Mireille Drouet qui est dessus en fait. Donc nous, ce qu'on a voulu illustrer en fait, c'est tout est centré autour du soin direct aux patients. Alors, du fait des 2 profils, il y en a un qui est tout au long du parcours. Donc là, on a plus une IPA de coordination. Et autrement, en hôpital de jour ou en consultation de renouvellement de médicaments anticancéreux, IV ou PEROS, on va trouver une IPA en cancérologie ou une IPA coordinatrice. Donc, nos missions, c'est de la consultation, du suivi téléphonique dans le cadre de la coordination, et donc avec des missions d'examen clinique, d'évaluation, on fait des suivis des bilans biologiques des patients. On peut aller jusqu'à faire de la préparation de prescription, des traitements anticancéreux PEROS, IV, toujours sous couvert d'une validation médicale, en sachant qu'il n'y a pas toujours de consultation médicale systématique. Donc il y a aussi de l'orientation vers des soins de support, et puis tout un ensemble de prescriptions donc, autour des traitements de support, pour les traitements antiémétiques, facteurs de croissance, du matériel, souvent pour la mise en place et le maintien à domicile, et des prescriptions d'examen, de biologie, d'imagerie. On a tout un pan aussi de notre activité autour de la formation, du leadership, de la collaboration. Donc en fait, on travaille en collaboration étroite avec les oncologues, les médecins des services hospitaliers, hôpital de jour en particulier pour Mireille,
les soignants des services, les cadres de santé, les soins de support. Et sur la partie coordination parcours de soins complexes, on est en lien avec la coordination intra et ville-hôpital, qui nous permet d'être en contact avec, de façon étroite avec les médecins traitants, les coordinateurs d'HAD, des soins de suite et l'ensemble des professionnels qui interviennent dans les prises en charge des patients. Ça a été amené jusqu'à faire des participations au RCP, donc en particulier, moi sur le poste que j'ai, je vais au RCP de Neuro-Onco. On participe au staff d'hôpital de jour, staff palliatif, et on a mis en place un staff de soins de support depuis 2 ans, au vu du besoin qui avait été mis en place. Et puis il y a tout un volet qui est autour de la recherche, et donc ça c'est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur, et donc en fait ouais. Et donc en fait sur le volant de la recherche, on est assez, on essaye d'être moteur pour les PHRIP, pour participer à des PREPS, pour répondre à des appels à projets, à toute recherche de financement ou de partenariat qui va nous permettre d'essayer d'améliorer les prises en charge des patients et l'évaluation et la coordination de protocoles qu'on peut mettre en place dans le cadre de la démarche qualité. Donc l'objectif, c'était de vous parler un peu et d'avoir les retours d'expérience. Donc on avait fait des questionnaires. Alors tout ce qui est questionnaire sur les patients et les aidants, c'est particulièrement des questionnaires qui avaient été mis en place dans le cadre de la coordination des parcours de soins complexes. Et donc c'est vrai que là les patients étaient assez riches et les aidants aussi sur l'intérêt qu'ils ont trouvé. Donc les mots qui sont importants, c'est vraiment le maillon indispensable, le fait que le patient il a quelqu'un qu'il connaît au téléphone et il n'est pas noyé dans les multiples intervenants téléphoniques qu'on peut avoir à l'hôpital quand on a un souci. Et c'est surtout que dans les missions de coordination, parfois le fait d'avoir un intervenant qui les connaît, ça permet d'éviter des difficultés puis des prises en charge de meilleure qualité. Donc après, au niveau de nos collègues médecins, donc le retour de questionnaire avait été assez intéressant puisqu'il y avait un vrai gain de temps médical. Et en fait, on avait, dans le cadre de la coordination parcours complexe, en fait, en Neuro-Onco, on a quasiment enlevé une grande partie des consultations de médecins soins palliatifs qui ont été complètement remplacés par un accompagnement par l'IPA, en fait, qui faisait cet accompagnement auprès des patients, des aidants et des médecins. Des retours sur la diminution de l'épuisement professionnel des médecins, du fait du travail en binôme, du travail avec de l'échange, du partage sur les situations et le travail en pluridisciplinarité. Et puis que le patient, il a 2 référents, il a maintenant un référent médical et un référent infirmier. Donc quand on avait fait l'évaluation, donc pour les patients, ils nous avaient répondu que pour eux, le poste était indispensable et bénéfique. Alors quand on prend les chiffres, on est à peu près à 90% de satisfaction des patients. Et surtout, quand on regarde un peu l'intérêt et la satisfaction qu'ils en avaient, c'était parce qu'on était là pour apporter de l'information supplémentaire ou de la reformulation sur la gestion des rendez-vous, quand il y avait des soucis ou des modifications qui n'étaient pas comprises par le patient, le signalement en fait, le repérage, et sur la mise en place de tout ce qui est aide à domicile et soutien des patients des aidants. L'infirmière de parcours complexe, c'est vraiment quelqu'un sur lequel je peux reposer au quotidien dans l'évaluation des patients que je prends en charge. Je sais qu'elle est capable de... Donc, là, c'est un médecin, en fait. C'est un des médecins de Neuro-Onco qui parle plutôt de l'expérience qu'il a, du travail avec une IPA, coordinatrice parcours de soins complexes, en fait. L'infirmière de parcours complexe, c'est vraiment quelqu'un sur lequel je peux reposer au quotidien dans l'évaluation des patients que je prends en charge. Je sais qu'elle est capable de gérer, on va dire, la toxicité des traitements et surtout de repérer les moments où une action médicale est nécessaire pour le patient. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les patients que je vois en consultation et qu'elles voient en consultation ne nous disent pas la même chose, et que l'évaluation des besoins est vraiment différente et ne répond pas du tout aux mêmes problématiques posées par les patients. Et je sais que cette double vision permet d'avoir vraiment une approche tout à fait globale et complète des patients
pour répondre au mieux aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer durant leur maladie. Finalement, c'est vrai que dans ce dispositif pour la prise en charge de ces patients, elle est devenue un peu le chef d'orchestre de la prise en charge, avec une capacité à mobiliser les professionnels nécessaires aux patients, à les mettre en lien pour avoir tout simplement une action coordonnée et une pertinence de leur prise en charge. Alors, dans mon quotidien, l'infirmière de pratique avancée. Donc moi, je suis infirmière de pratique. Donc je suis infirmière de pratique avancée à l'hôpital de jour. Donc un métier qui est créé depuis le mois de janvier, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc là, on va vous montrer un témoignage donc, du médecin qui travaille avec moi en collaboration et suivi d'un témoignage d'un des patients. Alors, dans mon quotidien, l'infirmière de pratique avancée a permis une approche d'une écoute différente, puisque moi, j'ai une infirmière en pratique avancée qui valide des traitements de chimiothérapie. Et ça permet, en fait, qu'elle voit les patients sous un angle différent. Nous avons des consultations de 10 minutes, extrêmement courtes, où on se concentre principalement sur la chimiothérapie. L'infirmière en pratique avancée a des consultations plus longues, où elle a une confidence de la part des patients aussi sur le fonctionnement de leur vie au quotidien, au domicile. Donc ça permet une approche du patient beaucoup plus pluridisciplinaire, beaucoup plus complète et qui souvent convient assez bien aux patients. Puisque, pour une fois dans la prise en charge, on s'occupe un peu de ce qui se passe à la maison. Et ça va pas bien. Maintenant, on a quelques exemples comme ça où on aurait quelques patients un peu compliqués qu'on n'aurait pas forcément soumis à l'entretien de l'infirmière en pratique avancée parce qu'il est peu complexe, de peur de mettre l'infirmière en difficulté, et qui pour autant, lorsqu'elles se sont présentées devant nous là, ont été ravies de cet entretien parce que justement s'intéressaient à la personne et pas forcément aux établissements de la chimiothérapie. Maintenant, ces métiers-là sont extrêmement novateurs, novices, et on apprend tous les jours. Je pense qu'on va en tirer d'autres bénéfices au fur et à mesure où on va avancer. Je trouve extrêmement important et intéressant de les former sur le tas, parce qu'ils ont une formation clinique, et on prend en charge la formation de tout ce qui est pathologie. Ça, c'est très stimulant, et le glissement de tâches, tant sur nous, puisque nous aussi on a des glissements de tâches que sur les infirmières, est extrêmement porteur, tire ces métiers vers le haut, et me paraissent extrêmement intéressants. Alors, dans mon quotidien. C'est ma 4e chimio, donc c'est ma 4e consultation avant chimio. Eh bien, j'ai eu 3 médecins. Aujourd'hui, l'infirmière, la personne s'est présentée comme une infirmière. Elle m'a expliqué son trajet, son parcours. Elle a fait une consultation qui pour moi est absolument identique. Il n'y a pas eu de changement par rapport aux 3 consultations. Je me suis senti tout à fait en confiance. Tout était bien codifié. Elle a répondu à toutes mes interrogations que j'ai pu me poser. Je ne sais pas si vous avez bien entendu les vidéos. Pour résumer, le médecin donc, qui travaille avec moi expliquait que c'était très important ce travail en pluridisciplinarité, que les patients étaient très contents, étaient satisfaits du fait que la consultation dure plus longtemps que la consultation médicale. C'est vrai que je leur accorde 20 minutes et le médecin leur accorde 10 minutes, ce qui me laisse un petit peu le temps de poser des questions sur comment ça se passe à la maison, sur le moral, sur les difficultés financières, sur leurs besoins en soins de support. Elle disait également que pour eux, c'était très intéressant sur le glissement de tâches, qu'eux-mêmes avaient des glissements de tâches, qu'on pouvait leur confier des choses plus complexes et que du coup, ils se dégageaient du temps pour des actes qui sont un petit peu moins compliqués et ça tire les professions vers le haut. Donc le médecin est tiré vers le haut, l'infirmière est tirée vers le haut et du coup, c'est satisfaisant pour l'évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre voilà. Enfin, globalement, c'était... Et la formation aussi, parce qu'en fait, moi, je suis dans la formation continue. Parce que la formation qui est faite au master, pendant l'année de master, au niveau clinique, n'est pas suffisant, en fait, quand on commence.
Donc c'est pendant là l'exercice de mon métier que j'apprends tous les jours. Donc dès que je repère des choses un petit peu anormales ou dès que j'alerte le médecin, elle me montre, elle me fait écouter des bruits du cœur, des auscultations respiratoires. Voilà, elle me forme en même temps. Donc ça c'est très très intéressant. Et pour la collaboration, c'est un échange qui est très intéressant. Et le patient, lui, expliquait qu'il venait pour la 4e fois et que pour lui la consultation n'avait pas été différente de celle qu'il avait eue avant avec le médecin, que ça s'était très bien passé et qu'il était tout à fait prêt à refaire cette expérience et que pour lui ça ne posait aucun problème qu'une infirmière expérimentée avec un master et des compétences élargies puisse faire ce genre de consultation. Ensuite, donc c'est vrai que nous avons aussi une activité de recherche, donc c'est intéressant de publier et de faire des études pour avoir des données probantes. Donc là, avant de commencer, dans le cadre de mon Master 2, j'avais fait un mémoire j'avais fait une étude de faisabilité pour évaluer la consultation IPA dans le cadre de la prescription de chimiothérapie. Donc on l'avait fait sur un petit nombre de patients, parce que c'était sur un délai qui était assez court et je le faisais en plus de mon travail et de ma formation. Mais ça nous a permis quand même, avant de commencer, là en janvier, de vérifier la concordance sur la validation de la chimiothérapie. Alors je ne le faisais pas en temps réel, parce qu'à l'époque on faisait 2 consultations, la consultation de l'infirmière de pratique avancée suivie de la consultation médicale. Et on comparait toutes les 2 nos observations et ensuite on a fait une étude de concordance qui montrait que sur la validation de chimiothérapie, nous étions 100% d'accord. Sur les toxicités relevées également. Et le seul point faible, c'était la demande d'avis que je faisais peut-être un petit peu de façon abusive. Mais bon, ça vient avec le temps et c'est vrai qu'il vaut mieux prendre plus de précautions. Moi, je préfère appeler plus facilement le médecin qui, de toute façon, est présent, qui est prêt à se déplacer plutôt que de faire une erreur. Par contre, quand je suis sûre de moi, je l'appelle et il valide le traitement avec mon observation par téléphone. Et l'autre côté, l'autre résultat de l'étude, c'était la satisfaction de patients qui était à 100%. Ils étaient tous partants. Je passe la parole à Céline pour son étude. Donc pareil, dans le cadre du master, en fait, l'étude que moi j'avais faite, c'était une étude comparative rétrospective sur les patients qui avaient des tumeurs cérébrales et pour voir l'intérêt du suivi et l'impact que ça pouvait avoir sur le parcours du patient. Donc c'est vrai qu'à la mise en place de la consultation et du poste d'IPA, il y a eu automatiquement une systématisation des consultations infirmières à l'annonce, à la récidive, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Il y a eu une augmentation des informations du patient et de la possibilité du patient de désigner sa personne de confiance, par exemple. On a vu apparaître une orientation vers les soins de support de façon plus fréquente et beaucoup plus précoce qu'auparavant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une diminution du temps médical palliatif, des suivis post-hospitalisation plus précoces et on a vu aussi des durées d'hospitalisation sur notre établissement qui étaient plus courtes, moins de recours aux urgences, tout simplement par le fait de suivre les patients et d'anticiper les problèmes. Ça permettait de mieux anticiper aussi la sortie du patient d'hospitalisation et de la prendre en charge dès son admission. Et on avait, alors c'est toujours anecdotique, mais on voyait des patients qui avaient un état général relativement mieux au bout d'1 an sur les 2 groupes. Donc ça c'est un peu anecdotique. Mais ça permettait, on l'a vu ressortir de l'étude quand même. Donc moi je vais vous présenter le projet Préfixe. C'est donc un programme qui a été initié par l'ARS en 2014. Préfixe qui veut dire préfiguration de l'infirmière clinicienne spécialisée. Donc on avait un petit peu d'avance par rapport à la date d'aujourd'hui.
Ce programme, pourquoi je vous le présente? Parce que c'est ce qui nous a permis, là vous voyez vous avez vu différentes situations où ça a été par établissement, mais on est venu nous chercher pour s'inscrire dans ce programme et on a choisi d'y aller. Donc, autour de la conseillère technique de l'ARS qui vous a présenté une partie du projet ce matin, il y a eu 13 établissements, j'espère qu'on a les mêmes chiffres, hein, parce que ça sera embêtant. Donc nous étions 13 établissements, tous statuts confondus, hors clinique privée, parce que personne n'a répondu à l'appel, mais ils ont été sollicités. Et le choix était de travailler donc, sur plusieurs thématiques: le sujet âgé, la santé mentale, la psychiatrie, l'accompagnement de la dépendance, qui intègre les maladies chroniques et donc le cancer. Et dans maladies chroniques, l'établissement qui a rejoint, c'est Robert Debré, c'est-à-dire la diabéto-pédiatrique, et les soins de premier recours avec les centres de santé en ville. Ce groupe nous a rejoint un petit peu plus tard parce que ça a été plus compliqué déjà de trouver des centres de santé et puis d'intégrer le groupe. On a tous travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on a démarré le projet. C'est quoi l'infirmière clinicienne spécialisée dans ces thématiques? De quoi on a besoin? Et en fin de compte, un an après, nos besoins étaient les mêmes, pas diversifiés, les compétences étaient les mêmes. Donc on a continué à travailler ensemble. Après, on travaillait aussi, la cancérologie et la diabéto, il y a des points communs, mais en fait, à chaque fois qu'on se réunissait à l'ARS, on avait les mêmes attendus et les mêmes besoins. Un an et demi après, on avait 17 parcours de soins écrits, amorcés ou pas, intégrant un infirmier de pratique avancée. Entre-temps, on a changé le libellé d'infirmière clinicienne spécialisée en infirmière de pratique avancée, puisque la loi de santé est passée par là et on était très proches. Donc voilà, le choix a été fait de l'intégrer. Et aujourd'hui, nous avons 10 parcours qui sont mis en œuvre. Donc, les opportunités, les limites de ce projet, donc bien 2 ans après, presque jour pour jour, la loi de santé est parue et donc intégrant l'infirmière de pratique avancée comme ça vous a été présenté au début. Et donc c'est venu renforcer sur le groupe de travail de l'ARS la pertinence de ce groupe. Et donc Liliana a dû l'expliquer ce matin, il y a maintenant une demande au niveau de la DGOS que les travaux qui ont été faits dans ce groupe soient reportés à la DGOS pour une base de travail. Un autre point qui était important, c'est qu'on a obtenu des financements par le FIR, c'est-à-dire que l'ARS nous a versé des enveloppes à partir du moment où on avait les conventions conformes, ça demandait un petit peu de travail en interne, pour permettre aux infirmiers de se former et de remplacer. Parce que on est tous en flux tendu sur nos effectifs et on sait bien qu'on ne peut pas amorcer un projet si on n'a pas un début de financement. Donc on a fait partir et on a utilisé cette enveloppe pour remplacer. Une aide à la structuration du projet, eh bien, quand on a déjà... vous pouvez voir qu'on se connaît, on ne s'était pas rapproché avant, mais on a les mêmes besoins et on démarre tous dans le même sens. Mais quand on a des dates, un accompagnement par un cabinet et l'ARS, on s'y tient et on avance beaucoup plus facilement quand on essaye de se dépatouiller tout seul en interne. Il y a aussi, à l'issue de ce projet, une étude médico-économique qui est en cours et une étude scientifique aussi du projet. Donc ça donne un peu plus de poids à ce projet. Et puis l'impact sur les professionnels, à partir du moment où on a une validation ARS, une validation institutionnelle, une implication de chacun, les professionnels s'y intéressent, qu'ils soient médecins ou pas. Vous avez vu que les médecins sont très partie prenante. Alors évidemment, comme toute chose, il y a des limites ou des bémols. On attend toujours les décrets d'application. Parce que, on se met en ordre de marche. Nantes s'est mis en ordre de marche, mais ça serait mieux si on avait un cadre qui nous aidait un petit peu plus. Les formations en master, sur l'Île-de-France, puisque je vous parle de ce que je connais mieux, nous avons actuellement qu'une formation qui est à Sainte-Anne. Dans le cadre de ce projet, nous essayons de travailler avec les universitaires pour mettre en place une vraie formation qui accompagnerait les infirmières de pratique avancée.
Il y a quelques différences, on va dire, mais pour avoir assisté à une rencontre avec les universitaires, ils comprennent bien, ils sont partie prenante, mais je crois aussi qu'ils attendent un peu le cadre légal. Pour l'heure, le seul cadre légal qui permet de le faire, c'est le plan cancer. Donc, ils pourraient partir sur cela, mais à cette heure-ci, il n'y a pas de formation spécifique à la cancérologie. Les résistances, comme dans tout projet, oui, allez-y, quand on y est, c'est voilà. Qu'elle soit infirmier, encadrement, médecin. En tout cas, sur Curie, il n'y a pas de réticence de la direction à amener ce projet. Donc, on accompagne ce projet, on essaye de lever les freins ou de les contourner. Et puis, la valorisation de l'activité. Alors, avec ma casquette de directeur des soins, c'est ce qui m'embête toujours, puisqu'il y a deux choses à valoriser. Vous avez entendu par les pratiques, ce n'est plus les médecins qui font les consultations, donc on perd au minimum 23 €, au pire un séjour. Donc là, il faudra que... Donc, dans l'étude de la DGOS, il y a aussi cette étude sur la valorisation de l'activité de l'infirmière de pratique avancée. Et enfin, comment valoriser, donc je ne sais pas, mesdames, ce qu'elles ont en plus ou pas par rapport à une infirmière, je dirais généraliste, parce qu'elles ont une expérience et une ancienneté. En tout cas, pour les CLCC, la nouvelle grille salariale dans la convention collective intègre ces notions, bon, pas aussi précises, mais au moins d'infirmière avec un cran au-dessus de l'infirmière généraliste qu'on peut appeler spécialiste. Voilà, j'en ai terminé. Barbara ? Merci. Donc, on a juste un tout petit peu débordé tellement c'est passionnant. Donc, en l'occurrence, voilà, depuis ce matin, on essaye effectivement de vous acculturer au champ des pratiques avancées sous toutes ces dimensions. Donc, merci à chacun des collègues. Si vous n'avez pas bien entendu effectivement les vidéos, sachez que le document va passer en boucle et il vous sera transmis sans problème puisque vous avez été flashé. Donc, vous aurez le document à votre disposition. Donc, il nous reste éventuellement 5 minutes si nos collègues de l'ordonnancement derrière nous font grâce. Sujet tout aussi passionnant. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions aux intervenants? Non. Oui, Madame Loiseau, je vous en prie. Je voulais juste demander si vous interveniez au moment de l'annonce ou si c'était un dispositif supplémentaire à part. Pour moi, je vais parler pour moi, Céline. C'est un dispositif à part. En fait, à l'hôpital de jour, il y a des infirmières qui sont détachées pour la consultation d'annonce qui dure 1 heure. D'accord ? Et là, moi, je suis vraiment avec les médecins à l'hôpital de jour. Nous sommes 5, 4 médecins et moi-même. Et les patients viennent me voir en consultation. Je fais tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et à la fin de la consultation, soit j'appelle le médecin si j'estime qu'il a besoin, si j'estime avoir besoin d'un examen médical plus poussé, ou si j'ai un doute, je fais venir le médecin, sinon je l'appelle et il valide avec mes observations. Voilà. Alors par contre, dans l'autre dispositif, en fait, l'inclusion, pour le démarrer, un suivi avec une IPA coordinatrice est souvent fait suite à la consultation d'annonce médicale. Et donc, au début, on a démarré en s'appuyant un peu sur le dispositif d'annonce qui avait été mis en place et en l'approfondissant, en mettant un suivi qui était la continuité. En fait, cette consultation d'annonce paramédicale, elle est devenue une vraie consultation avec des objectifs qui ne sont plus les mêmes, mais on l'a quand même gardé dans l'inclusion, en fait. Ok, merci. Donc en fait, chacun d'entre nous sera disponible pour vous. S'il y en a même qui veulent se déplacer sur les établissements, n'hésitez pas. On est à votre disposition parce que vous avez compris qu'on est convaincus par le bénéfice que cette nouvelle pratique peuvent apporter à la fois aux patients et à leurs aidants. Convaincus aussi que c'est un développement professionnel qui s'inclut dans le sens de l'histoire. Et que effectivement aujourd'hui on souhaite diffuser toutes ces expériences pour pousser encore un peu plus à l'arrivée de ces fameux décrets qui un jour nous donneront le cadre de formation, le cadre des compétences, le cadre réglementaire de leur exercice par rapport à l'exercice médical d'aujourd'hui. Et puis, comme le rappelait très justement Sylvie Arnaud, eh bien, effectivement le cadre de la valorisation financière de ces activités, puisqu'il est bien évident que pour tout directeur d'établissement, on n'a aucun intérêt à perdre des consultations médicales au bénéfice d'une valorisation
l'expérience professionnelle des infirmières. On peut bien le comprendre aussi. Donc il faut trouver un équilibre. Et puis bien sûr, rendre un juste mérite aux professionnels aussi qui s'investissent dans la formation et puis dans de l'accompagnement pour développer des compétences au-delà du socle d'aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir été présents et puis bonne continuation.